Bonjour à tous, mon nom est Mélanie Sanson, je suis actuellement Project Manager au sein de l'équipe du renforcement des capacités de l'Union internationale contre le cancer et particulièrement je travaille sur des projets de régionalisation que actuellement l'UICC met en place. Donc ce qu'on voulait vraiment aujourd'hui, c'est vous présenter une excellente initiative de l'un des membres de l'UICC, Palia Family, et on voulait vous la présenter principalement pour deux raisons. Tout d'abord, sur un sujet extrêmement important, qui est l'accès aux soins palliatifs en Afrique, et ici, notamment en République démocratique du Congo. Et avec un sujet très précis qui est l'accès aux opiacés. Et on sait qu'il y a beaucoup d'obstacles en fait, à l'accès aux opiacés partout dans le monde, et en particulier dans certains pays en développement. Et aussi, cette initiative est remarquable pour une autre raison, c'est qu'elle a été mise en place en partenariat avec donc des agences onusiennes, la société civile, l'UICC aussi, et aussi des associations au niveau de Kinshasa et des autorités publiques, donc au niveau de la RDC. Donc je voulais aujourd'hui donner l'occasion à Anselme, qui dirige Palia Family, pour présenter ce projet de renforcement des capacités pour l'accès aux soins palliatifs en RDC. Et donc Anselme aujourd'hui va nous présenter les points clés, les leçons apprises, qui peut servir de source d'inspiration à d'autres membres de l'UICC et au-delà à la communauté des soins palliatifs dans le monde entier qui veulent renforcer les capacités dans leur pays. Et ensuite, nous finirons sur des questions-réponses avec Anselme. Donc bonjour Anselme, je me permets tout d'abord de vous laisser la parole afin de présenter cette initiative. Bonjour Mélanie, merci pour la parole. Donc, je vais me présenter. Donc, je suis Anselme, mon Bénéchia Kananga, je suis infirmier clinicien en soins palliatifs. Je travaille à Kinshasa dans la promotion des soins palliatifs. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation du projet que nous avions réalisé grâce au soutien de l'UNODC, l'UICC et nos partenaires à Kinshasa. En fait, pour commencer, c'est un besoin urgent. Le besoin les besoins en soins palliatifs. Donc, nous sommes à Kinshasa nous travaillons depuis 10 ans sous la promotion des soins palliatifs et nous avons remarqué qu'il y avait un taux accroissant de cancer, de sida et d'autres maladies non transmissibles qui devenaient un problème de santé publique pour les patients ainsi que la famille. Nous avons une prévalence, donc comme vous remarquez bien, en 1998, il y avait 4,8%, en 2006, il y a 15,2%, en 2008, il y a 27%, et en 2013, il y a 32%, et je vous conjure que ces chiffres doivent être revus encore à la hausse pour 2018. Alors, donc, pour le système sanitaire de la RDC, donc tenant compte de cette progression épidémiologique de maladies non transmissibles et la place dans la prise en charge de la douleur hospitalière et à domicile, donc il devient vraiment impératif de développer certaines prises en charge, entre autres le soin palliatif. Alors, qui dit soins palliatifs, donc on comprend que l'une des clés des soins palliatifs, c'est la prise en charge en douleur, la prise en charge de douleur. Et pour cette prise en charge en douleur aussi, il faut avoir le médicament qu'il faut. Donc, il faut aller sur les opiacés. Nous avons milité pendant ces années pour dire l'intégration des soins palliatifs et l'utilisation des opiacés pour la prise en charge de la douleur chronique. Alors, grâce au soutien de l'UNODC à travers l'UICC, nous avons pu, cette année, organiser des formations sur la gestion de la douleur avec les opiacés. Parce que depuis ces années, les professionnels de la santé n'utilisaient que les opiacés, le palio 2 et le palio 3 était encore sous-utilisé. Donc, l'objectif, c'était en fait développer l'offre de soins de qualité, donc c'est développer l'offre de soins de qualité et accessible dans la prise en charge de la douleur, tout en utilisant les opiacés.
Et les résultats que nous attendions, c'était en fait d'abord sensibiliser les acteurs de la santé, donc l'opinion publique, à renforcer les capacités techniques des professionnels de la santé, et puis aussi actualiser la réglementation et les politiques pour l'amélioration de l'accès aux opioïdes. Bien sûr, on ne pouvait pas travailler seul, comme dit un adage africain, donc avec un seul doigt, on ne peut pas laver la figure. Donc, c'était avec une main qu'on peut laver la figure. Donc, pour réaliser ce projet, nous avons dû travailler main à la main avec l'INODC, l'ICC, l'IAD, Palia Family, et notre partenaire qui est très important, le ministère de la Santé, et nous avons reçu les subventions provenant du ministère de la Santé publique fédéral en Belgique. Donc, alors, cette implication des parties prenantes a été ça a donné une force et une visibilité dans les opérations. Alors, le gros plan des activités. Donc, les activités que c'est d'abord, on devait d'abord créer un module de formation. Pourquoi ce module? Parce que ce module est important pour pérenniser la connaissance, pour transmettre aussi la connaissance aussi. Alors, une fois que le module a été créé, nous devons les tester. Donc, nous avons mis en place une formation d'une semaine accompagnée d'un stage où les participants, donc c'était des professionnels de la santé venant de différentes institutions hospitalières de Kinshasa, pour être informés sur l'usage, la rotation des opioïdes et la gestion aussi des effets secondaires des opioïdes. Et puis, l'important aussi, c'est qu'ils puissent les mettre en pratique dans leur zone sanitaire. Nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons aussi organisé une semaine sans douleur. Pourquoi c'était important cette semaine sans douleur? Parce que il fallait il fallait toujours sensibiliser les acteurs. Parce que vous comprenez bien que Kinshasa a une ville de 12 millions d'habitants. On ne peut pas former tout un grand nombre de personnels. Donc, nous pouvons, grâce à la sensibilisation, atteindre un grand nombre de publics et puis un grand nombre de professionnels de la santé. Et puis, nous avons pu aussi faire appel à une presse spécialisée qui traite la santé, qui parle de la santé, qui pouvait encore sensibiliser les sénateurs, les députés pour qu'ils soient au courant que vivre sans douleur, c'est un droit humain. Alors, comment ça s'est déroulé la formation? Donc, pour la formation, donc, comme vous remarquez, d'abord, nous avons commencé par un pré-test. Donc, un pré-test où nous avons évalué la connaissance moyenne des apprenants qui était à 43% avant. Et après la formation, nous avons refait le test et nous étions à 55%. Donc, il y a eu un gain de 12% pendant la formation. Et sur la réalisation de la campagne de sensibilisation, c'est la lutte contre la douleur et les opiacés auprès de la population quinoise. Et là, nous avons été à la télévision, nous avons vu la presse, les médias, les journaux, pour que le grand public soit sensibilisé. Alors, les points clés pour accroître notre impact, donc, nous pensons, donc il faut pour la prochaine fois, par exemple, le point clé, il faut qu'on intègre mieux les industries et laboratoires pharmaceutiques, parce que c'est eux quand même qui vendent des produits, des médicaments. Et puis encore, augmenter encore les temps de préparation, parce que la ville est très grande. Et puis encore chercher d'autres partenaires aussi, par exemple les mondes universitaires, par exemple, les autres écoles de soins infirmiers, pour assez que, en fait, nous voulons travailler aussi à la base pour que les infirmiers, les médecins qui sont encore en train d'étudier, en fait, les étudiants, qui puissent arriver aussi à comprendre cette notion de la gestion de la douleur. Alors, nos perspectives, donc mise à l'échelle de la sensibilisation à la prise en charge de la douleur, nous voulons accompagner toujours les ministères pour l'actualisation de la réglementation parce qu'il faut qu'il y ait une réglementation pour cadrer l'usage et puis positionner les soins palliatifs comme levier de l'accès au traitement et soins des cancers tout au long du continuum. Parce que nous avons remarqué que
vu la défaillance des soins curatifs pour la plupart des patients cancéreux, les soins palliatifs sont précoces. Et alors, nous voulons vraiment utiliser cette approche comme un levier pour l'accès au traitement. Et puis, intégrer l'approche transversale des soins palliatifs pour toutes les maladies non transmissibles. Donc, les cardiovasculaires, les respiratoires, le diabète, et puis les AVC et autres maladies. Merci beaucoup pour votre... Très bien. Merci beaucoup, Ansem, pour cette excellente présentation et encore bravo pour ce projet très, très intéressant. Maintenant, j'aurai quelques petites questions-réponses donc à couvrir. Et ma première question, qui va intéresser notamment les autres membres de l'UICC, mais tous ceux qui travaillent dans le domaine de la lutte contre le cancer et les soins palliatifs au niveau des pays. Comment pensez-vous que ce projet, donc ce type de projet de renforcement des capacités, peut être reproduit dans d'autres contextes, notamment dans d'autres pays? Si. Au fait, je crois que le levier moteur, c'est que les acteurs, la société civile ou bien les réseaux des associations, mais je crois qu'il est possible que ces projets soient reproduits, c'est vraiment en accord souvent avec les partenaires principaux qui est le ministère de la Santé. Une fois que le ministère veut coopérer et veut développer cette approche, il y a moyen de reproduire le projet. Alors, la formation, ça dépend. Nous avons pris des hôpitaux, des CHU, donc des centres hospitaliers universitaires, où il y a quand même toutes ces grandes pathologies, et puis aussi avec les universités aussi, avec les facultés de médecine. Donc, il y a tout à fait un moyen de reproduire ces projets, mais ça demande une collaboration, surtout avec l'aval ou la bénédiction du ministère de la Santé, et aussi les avals des universitaires, parce que c'est eux qui sont au chevet avec les étudiants et avec les patients aussi dans les hôpitaux. D'accord. Et qu'est-ce qui a permis pour Pallia Family et IAD, en fait, de commencer cette collaboration? Parce que je pense que les personnes qui nous écoutent peuvent se demander, oui, nous, on a cette volonté de travailler en partenariat, en collaboration avec tout le monde, mais parfois, on ne sait pas par où commencer. Et selon vous, selon votre expérience, quelle a été la première étape, le premier pas pour commencer à mettre en place ces différentes collaborations? Et c'est parce que nous avons fait une étude anthropologique. On a fait une étude sur l'état d'abord des soins, l'état des soins palliatifs à Kinshasa. Donc, une étude qu'on a réalisée en 2015. Et puis, où on a vu que les patients atteints des maladies chroniques, ils n'étaient pas pris en charge comme il fallait, qu'ils souffraient de douleurs et qu'ils n'étaient pas pris en charge. Et avec ces données, nous sommes allés au ministère de la Santé pour plaider, au fait. Alors, ce que je pourrais conseiller, par exemple, c'est on peut prendre 2-3 grands hôpitaux et répertorier quand même comment sont suivis les patients atteints des maladies non transmissibles, des maladies chroniques, mais faire l'évolution et avoir des chiffres, des statistiques qui permettent et puis être en dialogue aussi avec les professionnels de santé, les rencontrer dans leur souffrance, ils ne savent pas soulager la douleur. Et ça, c'est très important. C'est le levier qui a permis aussi. Et puis aussi, comme au ministère de la Santé, quand même, c'est des professionnels de la santé, ils ont été aussi confrontés aussi dans les pratiques ou avec des patients cancérés ou bien avec des patients ayant des gros soucis de douleur où ils ne pouvaient pas gérer. Alors ils ont compris qu'il fallait absolument faire quelque chose. Et comme nous sommes nous préoccupés, c'est ainsi qu'ils ils ont de faire qu'on puisse y aller en avant. Mais il faut commencer par faire une analyse situationnelle, même dans 2 ou 3 cliniques, de la place, avoir des chiffres qui relèvent, qui remontent un peu qui montrent l'importance, qui montrent l'importance de cette approche en fait. D'accord. Et ça permet d'avoir une cartographie des acteurs également. Voilà, ça permet d'avoir une cartographie des acteurs et ça permet de voir qui fait quoi et ça permet de déceler facilement le problème et trouver une solution. Et de voir où sont, je dirais, les aspects où vous pouvez avoir vraiment une action, quoi. C'est ça. Par exemple, pour Kinshasa, donc on avait fait une démarche, en fait, la morphine, donc les opiacés ont été autorisés, mais
le produit était sous-utilisé. Donc, ça, c'est un cas qui s'est passé, c'est un cas en RDC, par exemple. Le produit est sous-utilisé parce qu'il y a un manque de formation et puis il y a tous ces mythes qui tournent autour des opiacés, par exemple. Donc, c'était ça le point clé à Kinshasa. Et quand nous avons tenu la réunion en 2017 avec la représentante de l'UNODC, c'est le ministère central dit que non, le produit est utilisé, nous sommes conscients parce qu'on a la sensibilisation, la cartographie qui a été faite en 2013, mais le produit est sous-utilisé, donc il fallait y travailler. Il n'y avait pas aussi une législation concrète. D'accord. Et je sais aussi que Palia Family a d'autres projets en cours avec l'UICC, comme Palia Family est membre de l'UICC, je pense, depuis 2016. Oui. Et est-ce que vous pourriez me parler des autres projets, s'il vous plaît, notamment, je sais qu'il y a des participations au niveau des African Cancer Fellowship, mais aussi au niveau des bourses régionales Afrique francophone, qui d'ailleurs, je tiens à souligner, l'appel à candidature est toujours ouvert jusqu'en octobre. Donc, merci aux auditeurs d'envoyer des candidatures pour ces bourses Afrique francophone. Donc, Ansel, est-ce que vous pourriez me parler, s'il vous plaît, de un petit peu ces autres projets conduits avec Palia Family et l'UICC? Oui, nous avons quelques projets en cours avec l'UCC. Donc là, il y avait un de nos candidats qui a bénéficié de l'African Cancer Fellowship. Et en fait, c'était pour nous important, au fait, d'introduire les soins palliatifs dans des formations initiales. Donc, c'était important d'avoir un programme et puis de voir comment est-ce que les infirmiers, les étudiants médecins pouvaient déjà, dès l'université ou dès la haute école, intégrer la notion de soins palliatifs. C'était ça le premier challenge. Le deuxième challenge, c'était aussi comment avoir un module de formation pour les professionnels déjà en activité, donc des formations continues. Et grâce à l'African Cancer Fellowship, donc l'un de nos membres a pu bénéficier d'un stage d'un mois à l'unité de soins palliatifs de professeur Rhys Aubry à Besançon pour voir un peu comment se donner la formation initiale, comment est-ce que les formations continues étaient organisées, afin que ce modèle puisse être réfléchi avec les professionnels de Kinshasa et l'adapter, afin qu'il y ait du concret. C'était plus important pour nous de pérenniser cette approche via les biais de la formation. Mais nous avons aussi un autre programme aussi avec l'UCC via le BAF, le Bourse africaine francophone. Donc il y a un de nos candidats qui a participé, qui est allé à Bruxelles pour pendant un mois dans une association qui fait que des soins palliatifs à domicile, pour renforcer les capacités, pour comprendre les enjeux et pour comprendre les synergies qui se lient entre la référence et la contre-référence des patients, et pour, en fait, professionnaliser encore beaucoup plus le travail qui fait par la famille dans la zone de santé de Mangafou-Labé. Donc, c'est les projets que nous avons en cours. Et les membres sont remerciants à l'ICC pour cette collaboration, car nous avons développé certaines compétences qui nous manquaient et pour renforcer l'association Palia Family. D'accord. Merci beaucoup surtout à Palia Family pour cet excellent travail, et c'est toujours pour l'UICC un vrai plaisir d'appuyer le travail de ses membres sur le terrain. Et selon vous, alors, en quoi être membre de l'UICC fait une différence pour l'association, et comment vous travaillez sur le terrain? Qu'est-ce que ça vous a apporté de devenir membre de l'UICC? Oui, devenir membre de l'UICC, ça nous a apporté plein de choses. Mais je vais aller sur l'essentiel. Ce qui est capital pour nous, c'est d'abord le réseautage. Donc, on est dans un réseau. Donc, par exemple, nous pouvons, via l'UICC, connaître les membres qui travaillent sur un type de cancer, connaître des associations, par exemple, qui sont aussi membres de l'UICC, qui travaillent sur des thématiques, par exemple. Donc, nous sommes dans un network, dans un réseau.
et où c'est beaucoup plus facile d'avoir des liens et avoir d'autres synergies. Ça, c'était très important pour nous. Et aussi à la visibilité. Vous savez, on est toujours dans un pays où des fois l'Internet où l'informatique fait toujours défaut, mais l'ICC arrive à promouvoir nos activités et grâce à l'ICC, nous avons des contacts d'autres associations qui sont même aussi à Kinshasa, qui ne savaient pas qu'ils existaient, mais qui sont membres de l'ICC et via ces networking, ils ont pu nous contacter via cette visibilité. Et ça, nous en remercions l'ICC pour cela. Ok, merci beaucoup. Ensuite, une toute dernière question. Comme nos deux auditeurs le savent sans doute, notre congrès mondial se tiendra du 1er au 4 octobre à Kuala Lumpur. Et je sais en somme que vous avez participé au congrès et que vous avez aussi participé au congrès à Paris en 2016. Selon vous, quel est vraiment l'avantage pour quelqu'un de participer au congrès mondial contre le cancer? L'avantage que je pourrais dire, c'est que on apprend comment font les autres. Ça, c'est très important. Parce que moi, par exemple, j'étais à Paris en 2016. Donc, j'ai appris qu'au Sénégal, il y avait toute une bonne association qui avait mis un plan de la lutte contre les cancers des seins avec vraiment sur base communautaire. Et ça m'avait beaucoup interpellé. Donc, c'est grâce à ces congrès qu'on a rencontré des associations, qu'on a rencontré aussi des échanges de bonnes pratiques. Donc, c'était pour moi une aubaine. Et puis aussi, en comprenant, on grandit aussi. Donc, ces congrès, pour moi, c'est un lieu d'échange, c'est une source d'inspiration aussi et puis une source aussi de se remettre toujours en cause de la pratique, voir ce qu'ils font les autres. Et puis, on peut aussi adapter. Donc, moi, au congrès de Paris, nous avons pu contacter l'association, par exemple, ARC, qui travaille sur la sensibilisation en France sur les cancers, avec qui nous avons de bonnes relations, de bons contacts, où on peut avoir des matériels pour la promotion ou la sensibilisation de la lutte contre les cancers, par exemple. Donc, les congrès de l'ICC, c'est un réseau d'apprentissage, c'est un réseau d'éducation aussi, et puis aussi un réseau d'apprendre aussi, et puis aussi d'enseigner aussi de ces conseils. Et ça, c'est très important pour nous de participer à ce grand rendez-vous incontournable. D'accord, merci beaucoup Ansem. Et on se réjouit d'ailleurs de vous voir au congrès dans un peu moins d'un mois. Je voulais conclure en disant qu'on encourage vraiment tous nos membres à s'inspirer de ce projet et que ce soit en termes de détection précoce, d'accès au traitement et aussi aux soins palliatifs, donc tout au long du continuum de la prise en charge des patients atteints de cancer, de vraiment travailler en collaboration et de mettre en place vraiment ces activités de renforcement des capacités. Donc, merci beaucoup Ansem. Chers auditeurs, n'hésitez pas à vous mettre en contact avec nous si vous voulez un petit peu travailler dans cet ordre et puis faire plus de choses au niveau des pays. Donc, Ansem, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mélanie. Merci beaucoup pour tout. Merci. Merci. Au revoir.